y croyez? Allez, on va y aller. Donc bonjour à tous. Moi je m'appelle Romain Tavenard, je suis prof en informatique. Donc je... qu'est-ce- Tout va bien? Plus fort? Ok, j'espérais que le micro fasse le boulot. Ok, je vais parler plus proche du micro. Euh, donc moi je fais ma recherche et mon enseignement autour de ces thématiques de l'intelligence artificielle. Et par contre, j'y connais rien au travail, entre guillemets. Enfin, si, comme un travailleur, comme un citoyen, mais c'est tout. Donc ma présentation se focalisera sur les aspects IA, et donc je vais faire une introduction à cette notion d'intelligence artificielle, mais en contextualisant très peu sur les aspects liés avec le travail. Euh, J'imagine que c'est mon collègue qui fera ce lien-là juste après. Et au passage, cette présentation s'est largement inspirée d'une présentation d'un collègue qui s'appelle Pierre Sénelard sur ces thématiques de l'intelligence artificielle, que je vous invite à aller consulter pour avoir un peu plus de détails. Cette présentation est plus détaillée. Donc juste le plan de ce dont je vais vous parler, je vais essayer d'introduire rapidement, mais c'est quelque chose qui a déjà été un petit peu fait par mes prédécesseurs. Et puis je vais parler de quelles tâches on peut espérer confier à une IA et quelles techniques existent actuellement pour traiter ces tâches-là. Et ensuite, j'essaierai d'illustrer ça dans l'exemple dont tout le monde parle depuis ce matin, qui est l'exemple des agents conversationnels, donc des chats GPT et compagnie, pour voir à quel point ces agents, c'est une partie de ce qui existe en IA, mais pas tout, que c'est des choses qui utilisent plusieurs techniques, et ça de plus en plus. Et puis, j'aurai une conclusion un peu rapide qui sera le seul moment où j'ouvrirai un peu sur les aspects limites et dangers de l'IA. Donc, enfin, voilà, le cœur de ma présentation ne sera pas sur ces aspects-là, mais plutôt sur la présentation de ce que c'est que l'IA. Donc, Nicolas Kluchnikov le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement récent, ces intelligences artificielles. Il parlait du test de Turing en 1950. Donc le test de Turing, il sert à définir si on peut considérer une machine comme intelligente. Je ne sais même pas si la question a vraiment du sens, mais c'était une question qui se posait à cette époque-là. Et le terme d'intelligence artificielle, il apparaît dans les années 60 par le biais de plusieurs chercheurs, dont Marvin Minsky. Et donc la définition qui est donnée à l'époque, c'est l'idée de faire à une machine des choses que l'homme fait avec un certain degré d'intelligence. Enfin, des choses pour lesquelles l'homme a besoin d'un certain degré d'intelligence pour accomplir ces tâches-là. Et puis j'ai rajouté une autre définition qui elle aussi date un peu, même si elle était quand même presque 30 ans plus tard que la première. C'était de Jean-Louis Laurière de dire que y a une différence fondamentale entre IA et algorithme. Alors c'est peut-être des choses qui sont évidentes pour vous ou pas forcément. Quand je parle d'algorithme, ça va être de dire, je vais dire à un robot, tu avances de 10 mètres, tu tournes de 90 degrés, puis tu avances de 3 mètres. Je lui définis exactement ce qu'il doit faire. Le principe d'une IA, c'est pas du tout ça. C'est d'entraîner un robot à jouer au bilboquet, par exemple. Donc il fait plein de sessions, et puis au bout d'un moment, il va réussir à faire tomber la boule sur le manche du bilboquet, et puis il va se mettre à réussir à jouer au bilboquet. Mais on ne lui aura pas dit comment on joue au bilboquet. On lui a juste mis un bilboquet dans la main et on lui aura dit débrouille-toi. Et quand la boule s'arrête sur le manche, tu as gagné, tu as une récompense. Et donc ça, c'est deux notions déjà très différentes. La notion d'algorithme et la notion d'intelligence artificielle. C'est même deux notions qui sont complètement opposées dans la définition de Jean-Louis Laurière qui se trouve ici. Et ça, je pense que c'est un premier tournant dans ces histoires de révolution de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on va plus s'intéresser juste à faire à la machine des tâches répétitives que l'on faisait et les faire de la même façon, en définissant comment on fait les choses, mais plutôt dire je veux que tu arrives à faire la tâche et finalement je m'en fiche un peu de comment tu la réalises. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, tu aies fait de la tâche. Voilà pour ce très très rapide contexte historique. Il y a ce terme d'IA faible et d'IA forte. Une IA forte, c'est un peu l'IA que
culture commune de science-fiction, c'est-à-dire une IA, un robot humanoïde qui se comporte complètement comme un être humain et un être humain augmenté. Ça n'existe pas actuellement. Par contre, ce qui existe actuellement, c'est des tas d'IA faibles, faut prendre ça avec des guillemets, mais c'est l'idée que ces IA-là se concentrent sur des tâches isolées. Donc on va avoir un modèle qui va être très fort pour reconnaître le contenu d'une image. Un modèle qui va être très fort pour répondre à du texte, un modèle qui va être très fort pour faire des raisonnements mathématiques peut-être, et puis là où on en est aujourd'hui, c'est on a comme ça plusieurs modèles qui coexistent, et puis je pense que ce qui va arriver dans les années à venir, c'est de plus en plus d'interactions entre ces modèles-là. On le voit déjà un petit peu si jamais vous êtes utilisateur de ChatGPT, au fur et à mesure des nouvelles versions qui sont produites, on voit que en plus de répondre comme il répondait à l'origine, maintenant il va des fois aller chercher des informations sur Internet quand il sent qu'il y a besoin d'aller rechercher des informations sur Internet. Bref, c'est quelque chose qui devient un peu mixte. Des fois, il va pouvoir vous répondre en générant une image si ça a du sens, alors qu'à la base, c'était un modèle juste textuel. Bref, on voit que l'idée, c'est de combiner plusieurs modèles pour résoudre des tâches de plus en plus difficiles. À propos de ça, je vais essayer de faire une catégorisation des différentes tâches qu'a besoin de réaliser une IA pour pouvoir nous simplifier la vie ou nous compliquer l'existence, je ne sais pas. La première chose qu'on ne peut pas éviter, c'est la question de la représentation des connaissances. C'est-à-dire que le but d'une IA, c'est d'interagir d'une façon ou d'une autre avec le monde réel, et pour ça, il faut être capable de représenter, alors pas forcément l'état du monde, mais tout un tas de connaissances. Et en fait, les connaissances sur lesquelles nous, on se base quand, je sais pas, on tient une discussion, elles sont de plusieurs ordres. Il y a plein de connaissances de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire si tu es mon père et que ton père c'est Jean-Louis, alors Jean-Louis est mon grand-père, enfin des connaissances comme ça qui sont basiques, qui probablement sont écrites nulle part sur Internet tellement elles nous semblent évidentes, enfin je ne suis pas sûr. Il y a tout un tas de connaissances générales, et alors ça, probablement que si vous vous basez sur Wikipédia, vous allez être tout à fait capable de couvrir une grande panoplie de ces connaissances générales. Telle personnalité est née en telle année, morte en telle année, a fait telle ou telle chose. Et puis des connaissances spécifiques qui sont le 24 avril à l'université de Rennes 2, il va y avoir un colloque sur IA et travail, etc. Des choses plus ponctuelles comme ça. Pour le fait de représenter ces connaissances, et notamment pour le deuxième item, c'est quelque chose que les machines savent faire depuis un petit moment. C'est des choses, par exemple, qui, dès les années 2010, permettaient à une IA de gagner au jeu Jeopardy. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Jeopardy. C'est une sorte de... qui veut gagner des millions, mais où, en gros, le présentateur donne une réponse et il faut savoir quelle était la question. Bref, c'est un jeu de culture générale, et ça fait déjà 15 ans que des IA battent les meilleurs humains sur ces choses-là, parce que à partir du moment où on arrive à représenter un vaste domaine de connaissances comme par exemple couvrir Wikipédia, eh bien on arrive à répondre à ce type de questions assez facilement. Une fois qu'on a représenté ces connaissances, et c'est très lié, on peut chercher à avoir du raisonnement sur ces connaissances-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si un tel est mon père et qu'un tel est son père, alors un tel en question est mon grand-père. Donc ces choses-là, c'est des choses qui sont très importantes, en tout cas dans l'image que nous, on a de ce que c'est que l'intelligence. C'est des choses... Il existe des outils pour ça depuis assez longtemps. Là, je vous parle de Lean, qui est une librairie d'aide à la démonstration de théorèmes. Donc pour des champs d'application comme ça, bien bornés, comme les théorèmes, quand notre but c'est de démontrer des théorèmes mathématiques, ce genre de choses, il y a plein de choses qui peuvent être faites.
les choses deviennent un peu plus compliquées quand il s'agit de raisonner dans le monde réel avec des raisonnements un peu plus flous, etc. à prendre en compte. Une tâche aussi sur laquelle les IA peuvent être d'une grande aide et où il y a eu des énormes progrès récemment, c'est la résolution de très gros problèmes combinatoires. Donc Nicolas Krushnikov parlait du jeu de Go tout à l'heure, où on pensait que c'était un jeu tellement complexe qu'il fallait une intuition humaine en quelque sorte pour être capable de l'emporter, et où finalement il y a déjà quelques années maintenant, AlphaGo l'a emporté sur le champion du monde. Aujourd'hui, ce type de problèmes très combinatoires sur lesquels on attend les IA, c'est par exemple, j'aimerais bien trouver une molécule ou une association de molécules qui ait telle propriété physique ou chimique, et je veux savoir quelle molécule pourrait avoir ces propriétés-là. Bien, si on doit le faire ça dans un labo et synthétiser des molécules, vérifier qu'elles ont ou pas la propriété, c'est forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps. Par contre, on a plein d'exemples historiques de telle molécule a telle propriété, telle molécule a telle propriété. Et donc, on peut espérer, et c'est des choses qui se développent et qui marchent de mieux en mieux, entraîner un modèle sur l'ensemble des appareillements molécules, propriétés, pour, quand on a une nouvelle propriété qu'on souhaite atteindre, que le modèle nous propose des molécules candidates qui pourraient avoir ces propriétés-là. Et ça peut avoir des impacts énormes sur la santé, sur plein de domaines. Et c'est notamment, ça a été l'objet du dernier prix Nobel de chimie l'année dernière. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un espace de configuration à parcourir qui est énorme, et on va essayer d'avoir un guide par le biais d'une intelligence artificielle. Des choses sur lesquelles, pour le coup, on n'y est pas encore, c'est toutes les choses autour de la planification. Donc peut-être que vous savez que d'après Elon Musk, ça fait déjà quelques années qu'on devrait avoir atteint la voiture autonome qui n'a plus de soucis, et puis que finalement ça met un petit peu plus de temps que prévu à arriver, parce qu'il y a plein de problématiques justement de planification. C'est-à-dire que quand on veut une voiture autonome, il faut que la voiture soit capable de raisonner par rapport au comportement des autres voitures sur la route, qui est un comportement par nature incertain, par rapport au fait que même si ces voitures sont bardées de capteurs, elles n'ont pas une information complète, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un piéton qui est caché derrière l'arbre et qui va débouler juste après, par rapport au fait qu'il y a un certain nombre de contraintes physiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter en 1 mètre. Si on roule à 100 km/h, on va mettre tant de mètres à s'arrêter, et donc il faut prévoir toutes ces choses-là. Donc toutes ces questions de planification, il y a des progrès énormes qui sont faits. Il y a des robots humanoïdes qui arrivent à évoluer dans des environnements inconnus, assez complexes, etc. Mais on n'en est pas encore au bout de ces questions-là, très loin de là. Une problématique qui est centrale dans ces questions d'intelligence artificielle, c'est la capacité de généralisation. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du bilboquet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter à l'intelligence artificielle tout un tas d'exemples pour qu'elle élabore son raisonnement. Je mets des grands guillemets autour de raisonnement, c'est pas le bon terme, mais je ne sais pas quel est le bon terme. Et puis, à partir de ces exemples-là. Mais ce que l'on veut, en fait, c'est qu'elle soit capable de généraliser des nouveaux exemples. C'est la même chose quand on est en train d'essayer d'apprendre le concept de qu'est-ce que c'est qu'une voiture à un tout petit enfant. On lui montre une voiture, puis on lui montre une nouvelle voiture. Et ce qu'on voudrait, c'est que quand il verra une 3e voiture, il comprenne que c'est le même concept. Même si la 3e voiture, elle est jaune, alors que les 2 premières étaient rouges. Donc cette notion de généralisation, c'est une notion qui est tout à fait centrale. Et c'est quelque chose sur laquelle beaucoup de recherche se focalise. Je vous ai mis ici un exemple de modèle de reconnaissance d'image. C'est ce que disait Nicolas Krushnikov tout à l'heure également. Cette tâche de reconnaissance d'image, c'est une tâche qui est traitée depuis un petit moment, et il y a cette belle application, la PlanteNet, qui est développée par des gens de l'INRAE, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permet, vous vous baladez en forêt, vous prenez en photo une plante et vous savez de quelle plante il s'agit. Il y a toute la question de la perception. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait l'importance de représenter les connaissances que l'on a du monde,
il y a aussi l'importance de représenter les documents qui nous sont fournis. Par exemple, vous pouvez fournir à ChatGPT une image et lui demander de décrire cette image. Vous pouvez, même quand il s'agit de s'intéresser à des textes, il faut avoir un moyen de représenter ces textes-là. Donc c'est quelque chose qui est central au succès des intelligences artificielles, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle modalité de données, on passe du texte à l'image, à des données LIDAR pour les voitures intelligentes, ou les voitures autonomes, ou je ne sais quoi. À chaque fois, on va avoir ce besoin de représenter, de percevoir cette nouvelle modalité. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes sont habituées maintenant, depuis peu, mais c'est une tâche que l'on demande beaucoup aux intelligences artificielles. Alors, moi, je suis pas sûr que c'est finalement celle qui modifiera le plus nos vies à long terme, mais en tout cas, c'est celle qui est la plus visible aujourd'hui. C'est la tâche de génération. Et donc, par exemple, je suis allé sur une interface web qui implémente un modèle qui s'appelle Stable Diffusion, et puis j'ai demandé à quoi ça ressemble à un professeur d'informatique qui fait une présentation dans un colloque IA et travail. Et donc, apparemment, ça ressemble à ça. J'ai sûrement raté quelque chose quelque part. Voilà, tout ça pour dire que la génération, en fait, c'est une tâche, mais parmi beaucoup d'autres. C'est peut-être la tâche qui est la plus visible. Et je suis bien entendu par rapport aux discussions qu'il y avait tout à l'heure. C'est une tâche, c'est une tâche qui implique beaucoup de choses par rapport au métier de la création, probablement. Mais il y a aussi d'autres. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il y a plein d'autres variantes de l'IA qui, elles aussi, auront leurs implications sur le monde dans lequel on vit. Et puis, in fine, si on veut aller vers une intelligence artificielle forte, ce qu'on va vouloir, c'est la capacité de collaborer, que des agents collaborent entre eux, et puis collaborent avec des êtres humains également. Et là, c'est quelque chose, pour le coup, on n'y est pas du tout actuellement. Mais probablement que c'est... si on pense à une flotte de véhicules autonomes, il faut que justement les véhicules soient capables d'interagir avec les autres véhicules, soit en communiquant, soit sans communiquer, etc. Voilà pour une liste un petit peu de qu'est-ce qu'on peut espérer faire à une IA. Et puis je vais aller maintenant, je ne me rends pas compte à quel point je suis à la bourre, je suis probablement un peu à la bourre, mais je vais passer maintenant sur comment on peut faire ces choses-là. Quels sont les outils techniques, très rapidement, pour faire ces choses-là. Il y a plein de choses qui viennent du monde de la logique, c'est-à-dire être capable de dire si telle propriété est vraie, que telle autre propriété est vraie, et que tel théorème est vrai, alors je vais pouvoir démontrer un nouveau théorème, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont très peu présentes dans les systèmes d'IA grand public tels que vous imaginez, ChatGPT, etc. Mais c'est pourtant un pan très important de l'intelligence artificielle, et on peut tout à fait imaginer qu'à un horizon pas si lointain que ça, pour avoir des bonnes capacités de planification, etc., on se remette à utiliser ces choses-là intégrées dans des systèmes un peu plus complexes et hétérogènes. L'outil vraiment central de tous les ChatGPT et compagnie, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Alors ça s'appelle comme ça parce que Rosenblatt, justement, dans son article d'origine, avait pour objectif de modéliser le fonctionnement d'un neurone sous la forme d'une formule mathématique. En fait, depuis les années 60, nos connaissances de ce que c'est qu'un neurone ont quand même pas mal évolué, et probablement que ce modèle mathématique du réseau de neurones est très très différent en fait de notre réseau de neurones biologique. Mais l'idée, c'est la suivante. Donc le schéma se lit de gauche à droite. On met en entrée de notre modèle des données, on essaye de prédire quelque chose. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à gauche, on met par exemple une image de plante, et ce qu'on veut prédire, c'est de quelle plante il s'agit. Si on revient sur l'exemple de PlanteNet de tout à l'heure. Donc à gauche, j'ai 5 petites bulles. Là, en fait, je devrais en avoir autant que j'ai de pixels dans mon image de plante. Et puis à droite, j'ai est-ce que c'est un myosotis ou je ne sais pas quoi. Ce que vous pouvez voir, c'est que chacune des petites flèches que j'ai représentées ici, c'est un paramètre du modèle. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est
Étant donné des données d'entraînement qui sont à ma disposition, je vais jouer avec les paramètres, les tourner un petit peu, pour que les prédictions de mon modèle ressemblent le plus possible à ce que j'espère. C'est-à-dire j'ai un jeu d'entraînement pour lequel j'ai plein de photos de myosotis, j'ai plein de photos de chênes, j'ai plein de photos, bref, de plusieurs plantes, et puis je veux que sur ce jeu d'entraînement, je puisse faire le moins d'erreurs possible. Et donc je vais tourner des potentiomètres comme ça, tourner ces petits paramètres, toutes ces petites flèches-là, pour que mon modèle prédise le mieux possible. Là, on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de flèches. Je vous ai fait un modèle qui est minuscule en réalité. Okay, on parle, vous avez peut-être entendu parler de deep learning. Le côté deep learning, c'est le fait qu'on va empiler plein de couches entre l'entrée et la sortie. Donc en fait, on aura des modèles comme ça qui ont plein de couches, et puis chacune des couches, elle sera beaucoup plus grosse que ce que j'ai représenté ici. Donc c'est là où on va avoir des modèles avec des milliards de paramètres. Donc, in fine, on est en train d'essayer d'optimiser des milliards de paramètres sur des très gros volumes de données. Et il y a un article de la communauté de Richard Sutton qui s'appelle The Bitter Lesson of Artificial Intelligence. Donc l'idée, c'est que c'est un peu triste. On aimerait bien avoir des beaux outils mathématiques, etc. Mais la leçon un petit peu amère, c'est que ce qui marche le mieux, c'est quand même d'avoir des modèles les plus gros possibles et d'avoir des données d'entraînement les plus larges possibles. Donc ça, c'est un peu le truc. Et donc, c'est pour ça que ça a des consommations énergétiques folles, etc. C'est parce que, en fait, ça rapporte plus de miser sur la taille des modèles et sur la taille des jeux de données que de faire des maths. Désolé, Nicolas. Voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on va avoir un jeu d'entraînement et on veut un peu imiter les liens entre les entrées et les sorties sur des nouvelles données. Dernière famille de méthodes qui sont utilisées, par exemple, pour le jeu de Go, pour ce genre de choses-là, pour avoir des intelligences artificielles qui gagnent aux échecs. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Là, on n'a pas forcément un lien direct entre mes entrées et mes sorties. Tout à l'heure, je vous disais, pour chaque image, je sais si c'est un myosotis, etc. Là, je vais avoir une machine qui fait une action dans le monde réel, et puis on ne sait pas si c'est une bonne action ou une mauvaise action. Mais à la fin de la partie, on saura si elle a gagné la partie ou si elle a perdu la partie. Donc, plus tard, on pourra récompenser notre machine, lui dire c'est bien, tu es une bonne machine si elle a gagné la partie, ou la pénaliser, lui dire tu as joué n'importe comment, mais c'est la seule information que l'on a. Et donc comme ça, on va essayer de renforcer son comportement. La machine va essayer de jouer d'une certaine façon, d'une autre, etc., jusqu'à se focaliser sur les façons de jouer qui rapportent le plus, donc qui permettent le plus de gagner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est ce qui permet typiquement... Donc je vous disais de jouer au Go, de ce genre de choses, mais c'est en fait probablement quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une intelligence artificielle qui interagit avec le monde réel. Ce qu'on a, les modèles dont je vous parlais juste avant, c'était vraiment le côté IA faible. On a réussi à diviser le monde en des petites tâches et pour résoudre ces tâches, on les a vraiment fait coller à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des liens entre nos entrées et nos sorties. Dans le monde réel, on est plutôt sur des problématiques d'apprentissage par renforcement. C'est des choses qui sont beaucoup plus dures à faire et sur lesquelles il y a beaucoup de recherches, mais pour l'instant, ça reste très difficile. Voilà pour, d'une part, les tâches qu'on peut déléguer à une IA et les techniques que l'IA, qu'on peut mettre en œuvre dans les IA. Je vais juste essayer de finir par instancier ça dans le cas des agents conversationnels. Donc, pour ce qui est des tâches que l'on peut déléguer à des IA, sur la question d'avoir une représentation du monde, ça c'est complètement quelque chose que les IA comme ChatGPT font. Typiquement, ces IA, elles ont lu toutes les pages Wikipédia et elles ont une façon de les représenter dans leur espace de représentation. Les capacités de raisonnement actuellement sont encore limitées et encore, je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec un collègue chercheur en mathématiques qui me disait que ça lui arrivait de plus en plus de poser des questions à ChatGPT
voilà, j'aimerais bien prouver telle propriété, et que ChatGPT finalement arrive quand même, rien qu'avec de la génération de texte, hein, puisque ChatGPT, le principe de ChatGPT, c'est de sortir la séquence de mots la plus probable. C'est rien de plus que ça, entre guillemets. Mais rien qu'avec ça, en fait, on arrive à avoir des outils qui peuvent aider au raisonnement, en tout cas pour l'instant. Pour la question de résoudre des problèmes complexes, c'est pas du tout ChatGPT qu'on va utiliser pour la synthèse de molécules, etc. C'est d'autres types de modèles, complètement d'autres types de modèles. Pour la planification également, on n'y est pas du tout. La généralisation, par contre, là, c'est vraiment ce sur quoi ces modèles-là sont vraiment bons, parce que, en fait, l'idée de la généralisation, c'est on est entraîné sur tellement de données que on croise les doigts très fort pour que toutes les situations aient déjà été vues. C'est à peu près ça, actuellement. La perception, on disait tout à l'heure que ces modèles-là sont capables de percevoir les images, de percevoir les langues, donc pas de problème. La génération, je ne vous en parle pas. Et puis, sur la collaboration entre différentes IA, pour l'instant, on n'y est pas, mais nul doute que c'est une direction qui va être largement investiguée dans les temps qui viennent. Quelles sont les techniques qui sont utilisées dans ces outils-là? Donc, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'utilisation directe de toutes les sciences de la logique. Par contre, c'est une technique de réseau de neurones. Donc les modèles qui sont implémentés, là, c'est des modèles de type transformer. C'est des très très gros réseaux de neurones avec des milliards de paramètres qui sont entraînés sur des quantités gigantesques de texte. Et donc, puisque, encore une fois, le but, c'est d'être capable, sur ces quantités gigantesques de texte, de prédire les prochains mots, bien, il y a bien sûr un impact énorme de la qualité et le contenu de ces textes-là. Il y a un impact énorme de ça sur les productions de ces modèles-là. Et puis, il y a un petit peu d'apprentissage par renforcement, notamment pour quand vous faites des sessions avec ChatGPT, si à la fin vous lui dites merci, ou si à la fin vous lui mettez un pouce vers le haut, il saura que sa série de réponses, elle a fini par vous satisfaire. Donc un peu comme dans le cas d'une partie de Go ou d'une partie d'échecs où à la fin vous avez gagné ou perdu, il saura que là il a gagné. Et puis dans d'autres cas, si vous l'insultez, peut-être qu'il a un détecteur d'insultes et qu'il saura qu'il ne s'est pas bien comporté. Voilà pour ma présentation. Les grandes lignes de ce que je voulais vous raconter, c'est déjà que l'IA, c'est pas aussi monolithique que ChatGPT pourrait le laisser croire. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui couvre en fait tout un tas de technologies. Et peut-être que la génération de texte, même c'est sûr, c'est qu'une partie de l'océan. Que ce qui marche très très bien en ce moment, c'est les réseaux de neurones. Et puis ça révolutionne le monde dans plein de directions différentes. Cette année, ça a quand même eu à la fois le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie, et je me demande s'il n'y avait pas un prix Nobel de médecine sur des choses en lien avec ça l'année précédente. Enfin bref, c'est quelque chose qui a de gros impacts sur la société de manière générale. Et j'ai un peu honte de ça dans un colloque comme le colloque d'aujourd'hui, mais j'ai fait qu'une diapo sur les limites de l'intelligence artificielle. Je compte sur vous pour prendre la suite. Ça pour juste pointer, je ne vais pas détailler ces choses-là, mais sur le fait qu'il y a tout un tas d'enjeux sur la transparence, être capable d'avoir une compréhension de pourquoi telle ou telle décision a été prise. Si mon assureur décide de ne plus m'assurer, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, pour quelle raison? En tout cas, si j'avais changé un de mes attributs, est-ce que ça aurait changé la décision? Le biais, je vous disais tout à l'heure que les données sur lesquelles ces modèles sont entraînés sont centrales dans le comportement de ces modèles-là, et bien sûr, c'est complètement opaque, c'est-à-dire que les modèles qui sont des modèles fermé. C'est assez beau de se dire que cette société s'appelle OpenAI alors que c'est difficile de faire plus fermé que ces gens-là. Mais ces modèles sont complètement fermés et notamment les données sur lesquelles elles sont entraînées sont complètement fermées. Il y a tout un tas de questions sur lesquelles je suis absolument encore plus incompétent que sur les autres. C'est autour du cadre légal, notamment probablement que ces gens-là font pas trop attention à entraîner que sur des données sur lesquelles ils ont le droit d'entraîner, d'une part.
D'autre part, une fois qu'ils génèrent des contenus, quel est le droit de la propriété intellectuelle sur ces contenus-là? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont vraiment le droit de diffuser les sorties de leur modèle si ça correspond à des choses qui sont quand même très proches de données sur lesquelles il y a des limitations, etc. Sur les aspects éthiques, bien sûr, il y a toutes les questions de lien avec le travail et ça va être le sujet de la journée d'aujourd'hui. Je voulais aussi mettre en avant la question de l'empreinte énergétique. En fait, moi, je vais enfin donner mon avis. Ça me choque pas forcément qu'on utilise des énormes modèles si ça permet de découvrir des nouvelles molécules qui vont résoudre des maladies qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui. Ça m'embête un peu plus si c'est juste pour publier des mèmes sur les réseaux sociaux. Et donc il y a vraiment la question du compromis entre cette empreinte énergétique, est-ce qu'on peut se la permettre pour telle application ou pour telle autre application, à mon sens. Je finis juste avec une citation, parce que je viens de lire un livre ce week-end, je suis désolé, je raconte ma vie. Et dans le dernier chapitre de ce livre-là, il y avait une réflexion, alors c'est sur les machines au sens large, mais je trouve que ça s'applique très très bien à l'intelligence artificielle, sur le danger en fait, on a tous été élevés dans cette culture de la science-fiction où les machines vont prendre le contrôle sur les hommes et se retourner contre leur maître. Et je crois que c'est pas vraiment ça la question. Ce que dit Giuliano d'Empoli dans son livre, c'est le problème des machines, c'est pas qu'elles se rebelleront contre l'homme, c'est qu'au contraire, elles suivront les ordres qu'on leur donnera à la lettre. Et donc c'est vraiment une question de pouvoir en fait qui est en jeu dans tout ça. Voilà, je vous remercie.